On va passer à Anaëlle Davy qui va nous raconter comment est-ce que vous avez décliné un programme d'éducation thérapeutique dans la douleur chronique au CHU de Rennes. Exactement. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. Je voudrais vraiment remercier le CNRD de nous avoir proposé de venir présenter ce programme. Donc, c'est un programme que nous proposons au CHU de Rennes qui s'appelle « Apprivoiser la douleur pour mieux vivre au quotidien ». Historiquement, au CETD, au Centre d'évaluation et traitement de la douleur du CHU, étaient proposées des séances de TCC, de thérapie cognitivo-comportementale aux patients douloureux chroniques. En 2015, une des infirmières du centre, Bernadette Pedrono, s'est formée à l'ETP en réalisant un DU. Et dans le cadre de son DU, elle a créé le programme, elle a monté le programme, les séances, donc avec beaucoup d'heures de travail, beaucoup de séances le soir à travailler chez elle pour créer ce programme avec l'équipe. Ah oui, merci. Et donc, quand Bernadette est partie, c'est sa collègue Anne-Sophie Restif qui a pris le relais en coordination. Et en 2020, moi, j'ai eu le plaisir d'être recrutée comme infirmière ressources douleurs. Et une de mes missions est d'animer et de coordonner ce programme. Et là, à l'heure actuelle, le programme est en coordination partagée avec Géraldine Texier, qui est un des médecins du CLUD. Une des particularités du programme de TP, c'est qu'il est transversal au niveau du CHU. Alors, transversal, pourquoi, comment ? L'idée étant que le livre blanc de la SFETD en 2017 qui a été publié a fait tout un dossier spécial sur le TP. Et dans ce dossier, on voyait bien que uniquement 3% des patients douloureux chroniques passaient par un CETD, ce qui montre bien que 87% des patients du coup sont suivis par les médecins référents. L'idée au CHU a été de pouvoir proposer cette offre à un maximum de patients pour améliorer le parcours patient et du coup avoir une offre de soins plus élargie. Nous accueillons donc bien sûr des patients du CETD et en plus des patients qui viennent d'autres spécialités parce que nous avons des patients douloureux chroniques dans plein de domaines. Donc je pense notamment à la rhumatologie, la neurologie, la diabéto qui nous adressent également des patients. Ce programme, il existe entre autres grâce à une équipe assez extraordinaire. Moi, je suis très heureuse d'en faire partie. C'est une équipe interdisciplinaire. Donc, nous avons la chance de travailler donc, avec Géraldine, dont je vous ai déjà parlé. Nous avons un pharmacien, Benoît Hu. Nous avons une enseignante en activité physique adaptée, Fanny Drouaden. Nous avons une assistante sociale, Eva Domalin. Et nous avons depuis depuis une année, le plaisir d'avoir deux patientes qui nous ont rejoints, deux patientes partenaires, qui sont Justine Baudin et Béatrice Alain, qui sont deux personnes qui ont elles-mêmes participé au programme, qui se sont formées aux 40 heures et qui ont rejoint l'équipe. Du coup, concrètement, je vais vous expliquer maintenant comment ça se déroule pour un patient, comment est-ce qu'il peut intégrer le programme. Alors, dans un premier temps, les médecins référents vont nous adresser un courrier d'orientation, donc sous forme de mail, avec des informations sur le patient et ses coordonnées. On va le contacter par téléphone, donc on appelle le patient. Ce premier appel permet déjà un petit peu de sentir, de voir un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce que le patient a compris de l'ETP et qu'est-ce qu'il voudrait en faire. Suite à cet appel téléphonique, il est invité à participer à un BEP, un bilan éducatif partagé. Donc là, il s'agit d'un rendez-vous qui dure environ 1 heure. C'est un rendez-vous qui est vraiment un point très important parce qu'il permet de faire connaissance avec le patient, de se rencontrer et de voir comment est-ce que la douleur impacte son quotidien, de voir quelles sont ses préoccupations à l'heure actuelle et en fonction de ces préoccupations, définir ses objectifs et ses besoins. Définir ses besoins et du coup ses objectifs. Des exemples d'objectifs. On parle vraiment sur d'objectifs concrets, réalistes et réalisables. Un patient qui, lors du BEP, me dit moi, mon objectif, c'est de ne plus avoir de douleur. Je vois quelqu'un qui fait non de la tête. Je te rejoins tout à fait. C'est compliqué. Je leur dis je suis désolée, mais je n'ai pas de baguette magique. On aimerait bien, je crois que tous les professionnels dans la salle, s'il y avait la fameuse baguette qui permettait d'enlever les douleurs, qu'est-ce que ce serait bien. Et donc, je dis ça aux patients. Je dis la baguette, elle n'existe pas. Et si vous commencez le programme avec ces objectifs, vous risquez d'être drôlement déçus. Du coup, on travaille ensemble sur quels sont les objectifs qui peuvent du coup être réalisables pendant le programme. Alors des exemples, par exemple, comme vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, ça va être d'échanger et d'apprendre entre pairs sur la douleur chronique.
Ça va être de comprendre, par exemple, les différents mécanismes et les différents types de douleurs. Identifier quelle est la boîte à outils antalgique. Pouvoir appréhender une activité sportive adaptée à mon état de santé. Donc des objectifs comme ça très concrets. Ensuite, du coup, le patient va pouvoir participer aux séances qui répondent à ses besoins. Donc nous avons 5 séances. La première qui s'appelle « C'est quoi la douleur ?» et la boîte à outils antalgique, qui est co-animée avec le pharmacien. La deuxième sur l'activité physique adaptée, qui est donc co-animée avec l'APA. La troisième qui s'appelle « Estime de soi et vie socio-professionnelle », à l'heure actuelle qui est co-animée avec une assistante sociale. Et nous allons bientôt commencer la co-animation avec une de nos patientes partenaires en novembre, donc c'est pour très bientôt. Il y a également une séance sur la relaxation et le sommeil et une dernière séance sur la place des émotions et comment accompagner quelqu'un qui souffre. Et pendant cette dernière séance, les patients peuvent inviter un membre de leur famille, de leur entourage, à venir participer à la séance. C'est des temps qui sont assez forts. Là, on a fait une séance sur les émotions lundi dernier. Et il y a une des patientes qui est venue avec sa maman. Et du coup, c'était intéressant parce que dans le temps d'accueil, du coup, on a demandé à la maman, vous, si vous lui posez une question au groupe, qu'est-ce que ce serait? Et la maman a dit, qu'est-ce que je peux faire pour aider ma fille? Et je vous partage parce que j'ai trouvé ça assez fort. Une des participantes a dit, ne lâchez jamais, continuez, allez-y. Continuez à lui proposer de sortir, même si elle refuse, même si elle est fâchée avec vous. Et c'était assez fort parce que du coup, donc, la maman et la fille venaient de nous expliquer que c'était compliqué parce que des fois, la maman lui proposait de sortir et puis la fille disait non, j'ai pas envie. Et du coup, cette patiente-là qui a pu partager dans le groupe, allez-y, ne lâchez jamais. Et il y a eu un sourire là, entre ces deux personnes, et dans tout le groupe, il s'est passé quelque chose. L'importance du soutien de l'entourage, des accompagnants. Donc voilà. Excusez-moi. Et je vais aussi oublier de vous préciser que moi, je suis le fil rouge, entre guillemets, du programme, parce que du coup, j'ai la chance de rencontrer les patients dès le premier coup de fil et d'être présente du coup donc pendant le BEP, pendant toutes les séances, donc soit co-animée, soit en animation seule, et pour l'évaluation. Alors l'évaluation, c'est un dernier temps qui va se faire du coup en individuel, à la différence des séances qui se font toutes en groupe. Et l'évaluation du coup va être un temps qui va permettre d'évaluer 2 choses. Donc, dans un premier temps, la pertinence du programme, parce que du coup, on va interroger les patients pour avoir leur retour en direct sur différents points, les conditions d'accueil, les techniques utilisées, les outils de médiation, les thématiques, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous auriez aimé qu'on aborde. Donc ça, c'est la première évaluation. Et puis la deuxième partie de l'entretien, ça va être de voir qu'est-ce que le patient a pu observer comme modification dans son quotidien. Avec une question très simple, depuis que vous avez fait le programme, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Voilà. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir accompagner le patient pour qu'il puisse mesurer le chemin parcouru. Et lors de cet entretien, nous allons également rédiger un courrier de synthèse que nous envoyons au médecin généraliste. Et là, moi, je demande au patient de le rédiger avec moi. Donc c'est écrit à 2 mains. Et je demande au patient, je dis, qu'est-ce que vous auriez envie que votre médecin lise? Qu'est-ce que vous avez envie qu'on lui partage? Qu'est-ce que vous avez envie qu'on lui dise? Parce que c'est votre médecin généraliste, le coordinateur, qui du coup va pouvoir après vous accompagner dans votre parcours. Donc voilà. Et ça, c'est intéressant aussi, cette démarche-là, parce que je crois que dans le TP, il y a un peu cette notion aussi de faire un constat de la réalité de ma vie à l'heure actuelle, avec la maladie. Ma vie, elle est ce qu'elle est. C'est de pouvoir assumer la responsabilité de sa vie aussi. Et dans un troisième temps, opérer des changements. Et du coup, ces étapes-là, on les retrouve tout au long du programme. Là, je voulais du coup vous présenter en détail une des séances, donc qui est la séance estime de soi et vie socio-professionnelle, pour un peu vous imager la séance. Donc ça dure 2 heures. Le patient arrive, il y a toujours un temps de convivialité. Du coup, on sert une boisson chaude, une collation, dans une ambiance qui est dans une salle assez agréable qu'on a aménagée. Et on commence la séance par un speed dating. Donc un speed dating, donc les gens se mettent en duo, et du coup, ils vont répondre à différentes questions. Donc par exemple, mon plat préféré est mon premier animal, ce que j'ai fait avec ma première paye. Donc là, c'est un temps d'échange assez intéressant parce qu'en estime de soi, très souvent quand on se présente, vous avez vu tout à l'heure, je l'ai fait, je me suis présentée en donnant mon métier, quoi. Et souvent, c'est comme ça qu'on se présente aux autres.
Or, avec les patients qu'on accompagne, des fois on a des personnes qui sont en difficulté au niveau professionnel parce qu'en arrêt de travail, en invalidité. Et du coup, il n'y a plus cette posture professionnelle, il n'y a plus ce statut qui nous définit. Et donc là, c'est une manière de se présenter autrement à l'autre et de se rencontrer différemment en mobilisant d'autres compétences et d'autres facettes de sa personnalité. Ensuite, on fait des autoportraits. L'idée étant de pouvoir se dessiner et puis après de se raconter avec l'autoportrait. Donc là, j'ai mis 3 dessins de la dernière session qu'on a fait. Donc là, par exemple, il y a une des personnes qui est alitée depuis 2 ans et qui du coup s'est dessinée dans son lit, donc dans sa maison, avec sa famille autour d'elle, et puis les blablabla autour. C'est tout ce qu'on peut dire. Et du coup, on a beaucoup parlé pendant cette séance-là de toutes les étiquettes, des étiquettes qu'on colle et qu'on décolle, des étiquettes de la société, des étiquettes qu'on a au niveau intrafamilial, des étiquettes qu'on nous a collées depuis la petite enfance. Comment est-ce qu'on peut les mettre, les enlever? Le poids des étiquettes, le poids des mots, le poids des paroles. Il y a une autre patiente à côté, vous voyez, qui s'est dessinée comme un soleil avec des rayons. Et tous les rayons sont une des parties de sa personnalité, avec sa fille, son travail, toutes ces choses qui sont importantes pour elle. Et puis une autre personne, c'était l'escargot. Et l'escargot, c'était rigolo, parce qu'elle nous a dit, des fois, je me sens un peu comme un mollusque, quoi. C'est tout mou. Et c'est très, très lourd, la maison qu'on porte derrière, quoi. Et c'est dur d'avancer. Donc voilà, toujours avec du coup des mots, qui sont les différentes parties de ce que représente la maladie pour elle à l'heure actuelle. Et pour finir, je voulais vous proposer quelques témoignages. On n'a même pas besoin de se parler, les regards suffisent pour se comprendre. Je crois que pour ces patients qui sont pour beaucoup isolés par la maladie, isolés au niveau de la société, le fait de pouvoir venir dans un lieu avec d'autres pairs, avec d'autres personnes qui partagent la même chose, et juste être compris, sans avoir besoin de se justifier, sans avoir besoin d'expliquer encore une fois, de ressortir le gros dossier médical, sans avoir besoin de poser des mots, et juste avoir une compréhension et un accueil, c'est hyper important, quoi. Une autre patiente pour qui, lors du BEP, m'avait dit « Moi, il est hors de question que j'aille voir une psycho, c'est pas pour moi ». Me dit lors de l'évaluation finale « Je me rends compte que lorsque j'ai ma mère au téléphone, j'ai plus de douleur ensuite. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller voir une psychologue. » Bon, moi, en tant que soignante, j'ai aucune intention pour mon patient. Le patient, il va vivre ce qu'il a à vivre à son rythme. Moi, j'aime bien l'image de l'ETP où on plante des graines, on accompagne le patient pour faire du jardinage. Après, c'est comme la permaculture, quoi. On va les trouver à gauche, à droite, ce qui fonctionne bien, et puis on se rend compte qu'il y a déjà beaucoup de choses autour de nous. Il y a une autre patiente qui m'avait dit c'est la première fois que je me sens autant en confiance avec des inconnus. Et ça, pareil, en termes de relations au groupe, d'énergie et de soutien du groupe, c'est riche. Et une autre personne, ça a mis un projecteur sur mon envie de reprendre la vie. Le mouvement de la vie, ça a été un déclic psychologique, l'impression de revivre. Cette phrase-là, je vous l'ai mise parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui avait fait la session en visio. Pendant le Covid, on s'est adapté. On a décidé de continuer à proposer cette offre de soins. Bien sûr, on ne pouvait plus accueillir les personnes en présentiel, donc on l'a fait en visio. Et c'est juste pour vous dire que le visio, ça peut être, même si ce n'est pas la même qualité, c'est pas les mêmes choses qui s'y passent en tout cas qu'en présentiel, c'est des formats différents. Et pour certaines personnes, ça peut quand même être très fort et très bien fonctionner et avoir des impacts très positifs. Et donc du coup, au niveau du devenir de notre programme, un de nos axes, un axe important, c'est le partage. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et si vous avez envie de continuer à échanger, vous avez mon adresse mail. Un autre axe, c'est de pouvoir consolider ce programme. Le consolider parce qu'actuellement, les intervenants qui participent au programme le font sur des temps cachés. Ça, c'est un peu un des problèmes de l'ETP, c'est que moi, je suis la seule personne de l'équipe à avoir du temps dédié. Et c'est reconnu dans mon profil de poste. Mais les autres le font sur un temps masqué. Donc là, on a la chance d'avoir des professionnels qui bidouillent, parce que clairement, c'est de la bidouille, pour pouvoir participer. Et puis pareil pour nos patients partenaires, ça pose aussi la question de la rémunération, parce que on leur demande quand même beaucoup d'implication, de participation, de temps de présence. Donc voilà, il y a aussi des questions qui se posent à ce niveau-là. Et puis, le troisième axe qui est essentiel aussi, c'est développer le partenariat. Là, on a commencé il y a 1 an de manière très active et on se rend compte que ça se passe super bien, qu'on a vraiment envie de continuer. Moi, je vous rejoins tout à fait parce qu'effectivement, les bons soignants qui pensent bien pour les patients et qui savent ce qui est bon pour les patients, ça, c'est révolu. Et je crois que ce n'est pas comme ça que ça marche en santé.
Et vraiment, l'idée, c'est de cultiver le partenariat et vraiment de pouvoir avancer avec les patients, pour les patients, de manière à avoir une offre de soins la plus adaptée possible et à offrir un parcours adapté aux besoins. Je vous remercie beaucoup. J'espère que j'ai tenu le chrono. Merci. Merci. Merci beaucoup pour cette belle expérience et qui pointe que dans l'éducation thérapeutique, il n'y a pas que de l'information, il y a aussi beaucoup de partage d'expérience et donc beaucoup d'apprentissages qui se font en même temps. Et tout le travail, c'est de faire en sorte que les patients y trouvent leur compte et trouvent du sens. Voilà.